Alors, nous sommes de retour, mesdames, messieurs, et nous avons donc avec nous Tilou Jean-Paul. Tilou Jean-Paul, comment ça va? Ça va très bien, merci. Jean-Ernest, comment vas-tu, toi? Moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal, Tilou. Oui, n'est-ce pas? Alors, j'espère que ça va bien aussi pour nos auditeurs. Ah oui, absolument, absolument. Et évidemment, on avait promis qu'on aurait quelqu'un d'autre avec nous cet après-midi. Et puis, on nous dit qu'il sera en retard de plusieurs minutes, même d'une heure. Donc, autour de 15 heures, on devrait avoir un accompagnateur avec nous, Tilou, pour parler d'Haïti, le dossier d'Haïti. Mais pour l'instant, on va débuter avec la guerre Israël-Hamas. Et Tilou, tu as vu que ce que je craignais est arrivé, et c'était déjà là dans les limbes, une difficulté entre les deux grands amis, entre Israël et Benjamin Netanyahu et Joe Biden, les États-Unis, n'est-ce pas? Et ce que je disais, te rappelles-tu, Tilou, que c'était la position mi-figue, mi-raisin de Joe Biden, c'est que ce dernier ne voulait pas être désavoué publiquement par Benjamin Netanyahu. Oui, et finalement, ce qui est arrivé, mais moi, ça met surtout en lumière qu'Israël ne fait qu'à sa tête. On croyait qu'Israël tenait cette position parce que conforté par l'appui des États-Unis. Mais semble-t-il que même avec une réticence des États-Unis, Netanyahou, il a ses objectifs et rien ne peut l'empêcher d'avancer. Alors, une chose qu'on doit comprendre, parce que des fois, on répète les choses et ça finit par rentrer dans la tête en disant que les pays, il y a des pays dominants, il y a des pays dominés, etc. On a vu dans l'histoire, effectivement, qu'il y a de ces petits pays-là qui ont tenu tête et qui ont pu, je parle des dirigeants de ces pays-là, qui ont pu réaliser ce qu'ils voulaient réaliser. Oui, nous savons aussi qu'on peut faire des exactions dans ces relations internationales. Les grands pays arrivent à dominer, quitte à ce qu'ils réalisent des coups d'État ou même des complots pour assassiner, etc., etc. Mais dans certains cas, dans la plupart des cas, et si on a la peau dure comme Fidel Castro, on va mourir de sa belle mort, mais on ne mourra pas de complot. Hein? L'essentiel, il faut résister à la charge des uns et des autres, n'est-ce pas? Et moi, je savais que Benjamin Netanyahu n'avait pas peur de s'opposer à Joe Biden. Joe Biden avait beaucoup plus intérêt à voir s'étaler au grand jour cette division vis-à-vis d'un pays que les États-Unis supportent à bout de bras. Oui, moi personnellement, je me demande toujours pourquoi. On a l'impression que dans la relation ou l'amitié États-Unis-Israël, et que cette relation est plus importante pour les États-Unis qu'Israël. Ce que je ne comprends pas. Alors, je parle du comportement d'Israël. Hein. On aurait dit l'inverse, mais dans le comportement d'Israël et des États-Unis dans cette guerre, c'est ce qui en ressort. Alors, moi, je me dis que peut-être ça va jouer contre Joe Biden avec ces élections-là. C'est quelque chose, ce qui se passe là, c'est quelque chose qui va jouer en faveur de Donald Trump aussi. Mais je me pose encore la question, c'est le pourquoi de cette, disons-le, soumission même des États-Unis à la volonté, on dirait, exagérée de Benjamin Netanyahu, et qui, cette fois, je le précise, pour ceux qui en douteraient encore, dit clairement qu'il n'est pas dans cette solution à deux États, qu'il ne veut même pas en entendre parler. Alors, tu vas voir, dans les circonstances, il semble que celui parmi tous ceux qui rôdent autour du pouvoir israélien, celui qui serait, si l'on croit Joe Biden, beaucoup plus apte à accepter la solution à deux États, c'est justement le faucon qui est au pouvoir,
Je parle de Benjamin Netanyahou, assez bizarrement. Oui, c'est ce que je ne comprends pas aussi. Ah. Peut-être que on avait une situation pareille, je crois, en Irak, où lorsqu'il était question de faire tomber Saddam Hussein, on disait que Saddam Hussein n'est pas bien, mais ce qui pourrait le remplacer serait pire. Et est-ce que c'est ce message-là que veut nous faire passer Joe Biden aussi? Alors, on avait parlé avec Franz Voltaire, il nous disait que on cite toujours le nom de Netanyahou, oui, c'est lui qui est aux commandes maintenant, mais qu'en réalité, Netanyahou, je dirais, essaie de réaliser les décès de toute une classe, de tout un pan en Israël. Donc, il n'est pas seul en réalité. Et peut-être que c'est ce message-là aussi que veut faire passer Joe Biden. Alors, tu vas répéter pour moi et répéter après moi. Les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Non, mais c'est vrai. Des fois, là, on se dit, on va à l'encontre de la logique pour dire que c'est les dirigeants, c'est les dirigeants. Regarde, Israël, c'est un pays particulier. Moi, je n'ai jamais vu un pays avec autant de fractures, n'est-ce pas, politiquement parlant, hein? Oui, il faut nuancer quand même parce qu'il y a d'autres voix. Il y a même une part de la population qui s'était rebellée contre la gestion de cette guerre par Israël. Alors, mais ça, c'est un peu normal. Mais c'est la classe politique qui est tellement de toutes les couleurs et tellement divisée, et de sorte que un gouvernement, pour arriver au pouvoir et arriver à gouverner, doit faire des coalitions à droite et à gauche, des coalitions contre nature, n'est-ce pas? Et donc, ça révèle une division aussi de la population. Hein, qui votent d'année en année pour des partis d'extrême gauche, d'extrême, à l'extrême de l'extrême, n'est-ce pas, à droite et à gauche, etc. Non, c'est un pays qui reflète une mentalité ou alors plusieurs mentalités. Et il y en a qui sont, exemple, les colons, qui s'établissent sur les terres arabes, mais c'est des extrémistes de droite, à l'extrême de la droite, n'est-ce pas? Oui, et pour cela, Netanyahou est peut-être le leader qu'il fallait parce qu'il mène la politique qui correspond à leurs objectifs. Ça, il n'y a pas de doute. Mais je viens de te dire, Tilou, que Benjamin Netanyahou n'est pas le pire des faucons dans toute cette équipe qui dirige le pouvoir. Et je pense la plupart des manifestations contre Netanyahou sont menées justement par des gens qui veulent se montrer encore plus ferme que Benjamin Netanyahou. Alors, Joe Biden n'est pas faux lorsqu'il dit que si Benjamin Netanyahou reste au pouvoir, ben, il est possible d'avoir une solution qui se rapproche beaucoup plus de celle proposée par la communauté internationale et l'ONU, une solution à 2 États. Oui, mais encore que, comme dit Asma, ça lui appartient lorsqu'on entend la position de Benjamin Netanyahou, qui lui, il est carrément contre. Alors, est-ce que Joe Biden a dans sa valise une solution pour faire changer d'avis à Netanyahou? On ne sait pas encore. Hein. Et en tout cas, j'attends de voir. Mais non, la position de Netanyahou ne laisse pas entrevoir ce que dit Joe Biden. Alors, donc lui, il est clair que pas question de solution à 2 États. Non, mais de ce que moi je comprends, il faut lire le discours de Biden entre les lignes. Et même pas entre les lignes, c'est tellement clair que Benjamin Netanyahou, il faut comprendre, n'a aucun intérêt à livrer le fond de sa pensée sur cette question très, très sensible. Alors, Benjamin Netanyahou fait un discours de consommation interne, mais il peut aussi comprendre ce que demande la communauté internationale. Est-ce que c'est faux qu'on l'a? S'il sort publiquement en disant oui, une solution à 2 États est envisageable, il perd le pouvoir et immédiatement. Et si Benjamin Netanyahou perd le pouvoir, pour Israël, c'est peut-être une bonne chose, mais pour la suite, pour l'avenir politique de Benjamin Netanyahou, pour son avenir personnel, ben c'est la fin de tout. Oui, alors là je comprends et je serais même d'accord avec toi.
Sauf que quand j'essaie d'aller plus loin, je me dis, à quel que soit le moment où Benjamin Netanyahu voudrait, par exemple, accepter ou faire des concessions pour une existence de deux États, à ce moment, il perdrait quand même le pouvoir. C'est pour ça que je ne vois pas ce qui peut être fait pour arriver à cette solution qui devient de moins en moins possible. En politique, on peut jouer le temps, comme on dit, essayer de gagner du temps, parce que des questions qui se posent par rapport à cette guerre touchent directement Benjamin Netanyahu, qui est aux commandes et qui était aux commandes au moment de l'attaque, et qui devrait savoir, avec son service de renseignement, toutes les manœuvres que faisait le Hamas pour attaquer, peut-être pas avec connaissance de la date exacte, mais pour attaquer Israël. Alors, il est question de ça, savoir que savaient Benjamin Netanyahu, que savaient les uns et les autres, et pourquoi c'est arrivé comme ça, au moment où on a une guerre qui fait rage, mais ces questions-là restent en sous-main. Mais si on arrête la guerre tout de suite, on trouve une solution. Est-ce que tu n'as pas l'intention que Benjamin Netanyahu ne veut pas lâcher l'os? Oui, mais alors, quand on parle de ça, moi, je me pose toujours la question, ce cynisme-là aurait quoi pour objectif? Est-ce que ce ne serait pas justement de chasser les Palestiniens, enfin, d'arriver à ce qu'on est en train d'assister là? Sinon, je ne vois pas pourquoi les dirigeants ayant soupçon ou ayant des informations de l'attaque du Hamas laisseraient faire pour s'engager dans une guerre alors que, enfin, je parle de Netanyahou, alors qu'il serait toujours possible pour lui d'envisager une solution à deux États. Pour moi, je te dis simplement, et c'est peut-être très simple de ma part, pour moi, la logique, c'est que ils veulent le plus que possible éviter cette solution à deux États, ou encore si ça doit se faire, que le territoire palestinien soit réduit le plus que possible. Alors, c'est évidemment très clair et c'est connu que Benjamin Netanyahu n'a jamais été en faveur de cette solution à deux États. Ça, c'est clair. Mais on va terminer avec ça. Benjamin Netanyahu, jamais en faveur de la solution à deux États. Sauf que même le commun des mortels, qui, ayant assisté à cette attaque du Hamas, le 7 octobre dernier, dans les circonstances qu'on sait, c'est-à-dire cette deux mesures qui existent entre Israël et la force du Hamas, n'est-ce pas? Qu'une force qui sait qu'elle s'en prend exactement à une très grande puissance, sinon la plus grande puissance de la région, va le faire quand même. Ça veut dire qu'on est prêt à tout et ça donne la démonstration qu'il fallait, si besoin était, qu'il n'y aura jamais de paix pour Israël si les Palestiniens n'ont pas leur État à eux. Ça, Benjamin Netanyahu peut, comme un bébé, un enfant de 5 ans, faire cette logique-là et ce rapprochement-là. Donc, si on veut avoir la paix une fois pour toutes, ça peut être une paix conditionnelle, ça peut être aussi une indépendance conditionnelle, un État conditionnel, comme a dit Joe Biden, mais ça prend un État palestinien. Oui, ça, c'est pour moi, c'est la logique, j'allais dire la plus logique. Mais c'est justement pour ça que moi je pose la question. Ceux qui ne veulent pas d'une solution à deux États, ils proposent quoi exactement? Est-ce que c'est vraiment le nettoyage ethnique, le déplacement de tout le peuple palestinien? Ils proposent quoi exactement? Tu as vu des ministres dans le cabinet de Benjamin Netanyahu, et c'est déposé en preuve devant la Cour internationale de justice, demander de faire en sorte que tous ces gens sortent de Gaza et même sortent de la Palestine tout entière sans aller à l'extérieur. Le Canada est en train de faire de la place pour recevoir 1 millier de ces gens-là. Oui, mais
Et On va poser la question. On va poser la question sans embâche, Jayané. Est-ce que ce n'est pas cette déclaration-là ou ces positions-là qui sont logiques et qui sont dans la logique de ce qui se passe? Parce que, par exemple, lorsque Netanyahou dit qu'il n'est pas d'accord avec une solution à deux États, est-ce qu'il n'est pas en train de dire la même chose que ces gens qui ont fait ces déclarations-là? Benjamin Netanyahou, je suis d'accord, tu dis, est-ce qu'il n'est pas en train de dire, il ne le dit pas ouvertement, mais si on lit entre les lignes les actions de l'armée du Tsahal, n'est-ce pas, nous prouvent qu'effectivement, on préférerait ne pas avoir de Palestiniens là du tout, c'est trop proche d'Israël, etc., etc. Cela dit, il y a la réelle politique aussi. Et c'est l'ensemble de la communauté internationale. Et c'est toutes ces prétentions-là qui sont étalées à la Cour internationale de justice, à savoir que l'objectif, c'est effectivement de faire un nettoyage ethnique, de faire en sorte que les Palestiniens ne sont plus sur ce territoire de Gaza et de la Palestine et à l'ouest. Alors, on s'en défend bien parce que ça ne se dit pas ouvertement, mais on peut travailler à obtenir des résultats. Sauf que cette fois-ci, là, ce qu'on a vu, les circonstances dans lesquelles l'Afrique du Sud a porté ce dossier devant la Cour d'appel, et si on prend l'expérience ou les expériences de guerre passées entre la Palestine et Israël, eh bien, ça nous prouve que ceux des Palestiniens qui sont renvoyés hors de la Palestine n'ont jamais obtenu la permission de retourner vivre en Palestine. Hein. Alors donc, je suis d'accord avec toi, mais sauf que dans les faits, il y a de nouvelles données dont on doit tenir compte. C'est que pour une fois, il y a une plainte, mais très sérieuse, qui a été déposée contre Israël. Et Israël en sort égratigné. C'est pas fini, on s'entend. Mais les allégations sont tellement sérieuses et tellement vraisemblables parce qu'on a entendu ces ministres-là, ces ministres qui font partie du cabinet de Benjamin Netanyahou, encore. Alors on se dit, mais c'est pas de la fabulation. Ça sort à quelque part et quand on analyse, quand on met en plus le travail de l'armée israélienne à Gaza, qui dit à ces gens-là, ces Gazaouis, d'aller vers le sud pour nettoyer le nord, et ils se font également bombarder au sud. Alors, de toute façon, cette histoire d'aller vers le sud pour nettoyer le nord, c'est quelque chose de vraiment compliqué, puisqu'on ne peut pas identifier clairement qui fait partie du Hamas ou non. Mais je pense aussi que cette plainte de l'Afrique du Sud aura des répercussions sur la politique à l'interne d'Israël, parce que Netanyahou sera obligé soit de désavouer publiquement ces personnalités de son camp qui ont fait cette déclaration, soit ouvertement admettre voilà, que c'est la politique d'Israël. Normalement, dans un cabinet sérieux, dans un pays entre guillemets normal, parce que j'ai dit que Israël, c'est un pays très particulier, on devrait démettre ces ministres-là si on n'est pas d'accord avec de tels propos. Or, le Premier ministre n'en est pas capable. S'il démet ces ministres, le gouvernement tombe. C'est ça, c'est exactement ça. Et alors, est-ce qu'il ne le fait pas parce qu'il ne veut pas tomber tout simplement, ou bien parce qu'il appuie ce qu'il dit aussi? Alors ça, il faudra aussi avoir cette réponse. Non, ben parce que tu poses des questions impossibles à répondre. Bon, ce sont les questions qu'il faut se poser. Impossible à répondre parce que c'est en même temps les deux. Ouais. C'est en même temps les deux, mais ça ne se dit pas. Officiellement, ça ne se dit pas. Ben, sauf que Benjamin Netanyahou s'oppose vraiment, dur comme fer, à une solution à deux États. Mais ça se peut qu'il ait laissé entendre à Joe Biden que il y aurait une possibilité. Mais encore faut-il que je sois au pouvoir.
la certitude qu'on peut avoir de cette situation, c'est que l'Afrique du Sud est le seul pays à avoir tenu je dirais, la posture utile, hein, parce que au moins, ça va faire, on va avoir des réponses à certaines questions. Bien sûr, et puis ça en fait pour moi de l'Afrique du Sud un des plus grands pays, si ce n'est le plus grand de l'Afrique. Hein? Oui, tu l'as déjà dit plusieurs fois. Mais bon, ça est-ce que c'est pas plutôt un commentaire, je dirais, sentimental? Tu parlais de fierté. Moi, j'attends de voir ce que ça va donner. Non, tu ne peux pas mesurer la capacité de l'Afrique du Sud sur le résultat d'une cour. Lorsque c'est pas que tu parles du plus grand pays. À moins que tu me dises, voilà un autre pays qui fait la fierté nègre à travers le monde au moment où on se parle. En tout cas, c'est pour ça que je parlais de sentiment. Hein. En tout cas, ce n'est pas Haïti. Au moment où on se parle. On verra tout à l'heure, en effet. Ouais. Dans l'histoire, oui, Haïti a fait sa marque, mais pour l'instant, veux-tu? Ouais. Et puis, l'autre de dire, encore une fois, là, de rappeler le serment de Nelson Mandela. Ouais. Hein? Oui, et puis on en avait parlé l'autre jour. Et une partie de la population, en tout cas des citoyens, qui viennent appuyer leur gouvernement en disant oui, nous sommes d'accord, c'est ce qu'il faut faire. Moi, c'est ce qui m'a surtout touché dans cette histoire-là. C'est de voir que le peuple, c'est pas une question de gouvernement ou d'intérêt, c'est que vraiment le peuple sud-africain se sent concerné par ce qui arrive au peuple palestinien. Les peuples. Tilou, je dois faire la pause. Je dois faire la pause, mais c'est vrai tout le temps, quant à moi. Et quitte à ce que tu dis, c'est bon pour toi, tu as mal choisi, c'est bon pour toi, mais c'est ton choix, tu dois vivre avec ton choix. Si le peuple américain choisit encore une fois, une deuxième fois Donald Trump, qu'est-ce que tu diras? Oh non, c'est 40%, 80%, je sais pas là, c'est le peuple qui a choisi. On connaît ta position. Oui, mais on va. Un jour, je réussirai à ramollir. On fait la pause, Tilou. On revient pour la suite dans un instant. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour donc avec Tilou, Jean-Paul et moi-même, Jean-Ernest Pierre. Tilou, cette fois-ci, on va parler de production d'électricité. Assez bizarrement, hier matin, je pense qu'on était avec Jacques et on parlait justement de cette possibilité que le privé soit autorisé à produire l'électricité, mais à en vendre aussi de l'électricité au Québec. J'ai parlé de monopole à venir jusqu'ici pour Hydro-Québec. Et moi, je n'étais pas fermé, je ne suis toujours pas fermé totalement, en autant que moi, je comprenne que la situation a beaucoup changé. Je vois une institution qui s'appelle Hydro-Québec faillir à la tâche beaucoup de fois. Quelquefois, je me demande est-ce que Hydro-Québec a encore toute sa capacité à être cette compagnie d'électricité fiable qu'elle a déjà été. Et puis, mais on doit aussi se poser des questions. Qu'est-ce que le privé ferait si on devrait privatiser l'électricité au Québec? Mais on ne parle pas de ça, là, au moment où on se parle. Il n'est pas question de privatisation, mais on peut permettre une incursion du privé dans
la production, ce qui est déjà le cas, mais le privé vend uniquement à Hydro-Québec ou le privé fait le travail pour lui-même. Pour une compagnie peut produire son électricité pour sa propre utilisation, mais en vendre à d'autres compagnies, ça serait une première. Alors, Tilou. Oui, alors moi, je ne peux même pas parler d'être ouvert ou fermé. J'ai plutôt des questions en me disant si à un moment donné on a fait le choix du monopole avec Hydro-Québec, et est-ce que les raisons de ce choix-là ne tiennent plus? Et puis, quels sont les risques de ce changement? Je comprends bien qu'il puisse avoir des difficultés qui fait qu'on se pose des questions du changement, mais il faut se demander aussi, est-ce que c'est la solution? Si Hydro-Québec a des difficultés, est-ce qu'on ne peut pas moderniser Hydro-Québec? Et alors, parce que Jacques en parlait, j'avais décelé dans la réflexion de Jacques que oui, on ne parle pas maintenant de privatisation, mais que c'est peut-être un pas vers cette privatisation. Et surtout, Jacques insistait que pour lui, c'était sûr à 100% que ça allait causer l'augmentation du coût de l'électricité. Donc, ce sont des questions à se poser. Et avant d'avoir une position, d'être pour ou contre, il faudrait que j'ai ces réponses. Alors, donc, est-ce que, parce qu'il faudrait, comment... D'abord, c'est quoi le problème d'Hydro-Québec en ce moment? Pour non, mais... à cette solution-là. Alors, donc, on parle de travaux majeurs d'ici à 2035, n'est-ce pas? Travaux majeurs qui équivaudraient à la reconstruction d'un autre Hydro-Québec. Et ces coûts-là seraient trop lourds pour Hydro-Québec? Même pas, je ne pense pas. On est capable, les Québécois, à faire ce type de travail. Mais ce que on peut constater au moment où on se parle, Hydro-Québec a peut-être, je dis, un syndicat pléthorique avec beaucoup de gens. C'est ceux-là qui commencent à se plaindre, n'est-ce pas? Et généralement, quand les gens sont des employés de l'État et qui sont bien rémunérés et qui ont un poste jusqu'à un certain point où ils sont inamovibles, est-ce que ça travaille aussi fort que dans le secteur privé où les gens doivent faire leur preuve à tous les jours? Oui, ça c'est une belle question. Mais si on suit cette logique-là, est-ce qu'on ne va pas aussi donner raison à ce qui se passe dans la santé? Non, mais regarde là, ce qui est important, peut-être que comparaison n'est pas raison, mais c'est toujours vrai, le principe est toujours vrai. Moi-même, quand je gère mon entreprise, c'est pas comme si je gérais une entreprise publique. Une entreprise publique avec un syndicat, etc. Là, c'est beaucoup plus difficile. Oui, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Mais il faut se poser la question, donc, est-ce que cela vaut la peine de passer à la solution qui est proposée? Et surtout, de voir, moi c'est ce qui m'interpelle, de voir les risques qu'apporte cette solution-là. Bon, pour les syndiqués, je comprends que par défaut, ils ne seraient pas d'accord, mais par exemple, pour les gens qui ont la position de Jacques, c'est de voir quels sont les risques et est-ce que ces risques-là sont réels, de sorte qu'on évite d'aller vers cette solution proposée. Les risques sont toujours réels parce que la compagnie privée viendrait, dans un premier temps, on dit vendre de l'électricité à d'autres compagnies. Des compagnies, par exemple, qui voudraient avoir une relation d'affaires avec une autre compagnie qui n'est pas Hydro-Québec, mais c'est probablement des compagnies qu'on dit énergivores. Et ces compagnies énergivores-là, c'est connu, ne payent pas leur kilowattheure comme si c'était des entreprises simples. C'est des compagnies qui ont, jusqu'à un certain point, une relation spéciale et qui payent un prix très spécial. Donc, on ne fait pas beaucoup d'argent avec ces compagnies qui sont énergivores. Est-ce qu'elles seraient tenues de payer le plein prix pour avoir
des conditions d'électricité beaucoup plus fiables avec une compagnie privée qu'avec Hydro-Québec. Ça c'est quelque chose qui leur appartient. Hein? Oui, mais la question, enfin, ce qu'il faudrait savoir aussi, tu dis qu'on ne fait pas beaucoup d'argent avec ces compagnies-là. Peut-être qu'on ne fait pas autant qu'on en ferait si les compagnies payaient le prix normal pour l'électricité, mais ils paient quand même quelque chose. Maintenant, déplacer cette rentrée-là et enlever cette rentrée d'Hydro-Québec, est-ce que ce serait pas un manque à gagner substantiel pour Hydro-Québec? Et dans ce sens-là, est-ce qu'on ne peut pas voir justement, je dirais, est-ce que Hydro-Québec ne risque pas de partir de la solution proposée? Même pas, parce que Hydro-Québec est appelé à gérer beaucoup plus, gérer l'équivalent d'une autre centrale électrique ou une centrale électrique. C'est beaucoup. Et il va y avoir de la consommation. C'est la demande là qu'on doit prévoir, qui est déjà prévue, qui sera le double de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, est-ce que Hydro-Québec peut partager même pas la moitié là, de ce qu'elle va avoir à faire, mais une part, est-ce que Hydro-Québec ne peut pas délester un peu de la charge, de la demande à d'autres compagnies, des compagnies privées? Moi, je ne suis pas scandalisé pour ça, pas du tout, pas du tout. Est-ce qu'elle peut? Je pense qu'elle peut. Est-ce qu'elle peut? Si la question c'est est-ce qu'elle peut, bon, oui, je pense qu'elle peut. Maintenant, c'est de savoir, est-ce que Hydro-Québec aussi peut assumer seul la demande qui est à venir? Et maintenant, dans les deux cas, si on dit que les deux cas c'est possible, c'est quel est le meilleur choix à faire? Alors, je préfère, moi, regarder les spécialistes et j'ai dans l'article que j'ai envoyé au moins 2 spécialistes qui croient que c'est peut-être une mauvaise affaire. Mais on commence par prendre dans le cas d'un chercheur qui souligne que le Québec consomme de l'énergie comme un ogre, près de 23 000 kWh par personne en 2021 contre 7 000 en France. OK. Mais il y a un problème. Oui, mais est-ce que c'est le monopole d'Hydro-Québec qui fait ça? Non, c'est une mauvaise gestion de cette électricité et on va, malgré la mauvaise gestion, consommer l'équivalent d'un autre Hydro-Québec. Ça, c'est M. Pinault qui est favorable à l'idée de permettre aux entreprises privées d'investir le marché de l'électricité si Hydro-Québec ne peut répondre à l'ensemble de la demande. Et au moment où on se parle, Hydro-Québec ne semble pas être en mesure de répondre à la demande. Oui, bon, ça je comprends, mais comme je te dis, le constat du ou des problèmes, je pense tout le monde sera d'accord, ce sont des faits même, je dirais, et discuter maintenant des solutions possibles. Alors, moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est que tout le monde est d'accord que le choix d'Hydro-Québec, il y a, je ne sais plus, 30 ans ou 60 ans, a été payant. Maintenant, au cours de l'évolution, il y a peut-être certains choix qui devaient être faits, qui n'ont pas été faits. Il y a peut-être eu des problèmes de gestion, je ne sais pas. Il y a des difficultés maintenant. Il y a les nouvelles réalités aussi qui changent la donne. Maintenant, c'est si on veut proposer une solution différente de celle qu'on avait ou celle qu'on a, c'est de expliquer pourquoi c'est celle-là qui convient. Jusqu'à présent, dans tout ce que j'ai entendu, je n'ai encore entendu aucun argument qui me convainc que vraiment c'est la solution proposée, à savoir que dans les entreprises privées peuvent maintenant distribuer l'électricité, que ça soit ça la solution. Il est un principe, Tilou, qui traverse vraiment toutes les sociétés, c'est que la concurrence, en général, profite toujours aux consommateurs. Moi-même, on ne peut pas prétendre que s'il y a une concurrence, on est loin de la réalité de permettre donc à quelques compagnies de produire dans le but de vendre à des compagnies par rapport à ce qu'on
on parlerait d'une concurrence de ces compagnies-là face à Hydro-Québec. Là. On ne parle pas de ça, mais éventuellement que ça irait jusque-là. En général, dans des situations de concurrence, ben c'est le consommateur qui gagne toujours. Et j'ai pris dernièrement l'exemple de Bell Canada, qui a longtemps a été longtemps donc la seule compagnie de distribution en matière de téléphonie. Et Bell Canada qu'on a aujourd'hui par rapport à Bell Canada de ces années-là, mais c'est plus la même chose. Et puis le service est beaucoup plus fiable en termes de téléphonie au Canada, au Québec, n'est-ce pas, par rapport à ce que ce service a déjà été. Oui, avec la différence, il faut le dire quand même, que Bell Canada a toujours été une entreprise privée. Oui, oui, mais ça ne change rien. Tilou, je suis contre l'argument parce que dans une situation de monopole, ben il n'y a pas de privé, il n'y a pas de public, on se comporte en monopole. On est arrogant et puis on fixe son prix et puis si tu n'es pas capable, va-t'en te faire voir ailleurs. Mais il n'y a pas ailleurs, justement. Mais ce n'est pas dans la situation de monopole qu'il faut faire la différence, mais c'est plutôt dans la situation de concurrence. Deux entreprises privées qui sont en concurrence, oui, là, il y a une concurrence. Mais est-ce qu'on peut parler vraiment de concurrence entre une entreprise publique et une entreprise privée, vu que les responsabilités de l'entreprise publique sont plus fortes que celles de l'entreprise privée? Est-ce que dès le début, l'entreprise privée ne va pas gagner? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas, Tilou. C'est là... dès qu'il s'agit de concurrence et on peut le voir ailleurs, un pays que tu connais bien pour la téléphonie justement, est-ce que c'est parce que c'est un service public au niveau de la téléphonie que les compagnies privées arrivent à damer le pion à l'entreprise publique? Je ne sais pas. C'est beaucoup plus la corruption qu'on a, même quand les étrangers sont venus, l'entreprise est demeurée corrompue, et alors que dans le privé, ben, tu as une gestion beaucoup plus saine, une gouvernance beaucoup plus saine que ce qu'on a justement dans l'entreprise publique. Oui, mais l'entreprise publique a pour vocation le service lui-même. L'entreprise privée a pour vocation de rapporter de l'argent. Et l'entreprise publique va mettre l'accent sur le service et l'entreprise privée sur ses dividendes. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est pas forcément. Mais quand il y a une concurrence, je ne dirais pas féroce, mais une bonne concurrence, l'entreprise privée, oui, a toujours pour objectif la rentabilité, mais doit s'assurer d'offrir une bonne qualité de service et aussi un prix compétitif. Et moi, l'exemple de la téléphonie qu'on a au Canada, alors qu'aujourd'hui on paye notre communication téléphonique beaucoup moins cher que ce qu'on payait dans le temps lorsqu'il y avait que Bell, c'est un bel exemple du fait que la concurrence peut toujours être payante. Tu vois, même ici, lorsqu'on parle entre plusieurs entreprises qui vont faire affaire avec l'État, pour comment aller gagner plus d'argent face à l'État, justement, eh bien, les entreprises privées se sont mises ensemble hein, Ouais. pour aller dans une espèce de corruption pour aller donc chercher beaucoup plus d'argent de la part de l'État. La concurrence, au contraire, il y a eu une commission pour dénoncer cette situation et éventuellement les comploteurs ont été mis à l'amende et ont fait de la prison. Bon, moi personnellement, hein, je suis d'accord avec toi sur la partie concurrence. Hein. Dès qu'il y a concurrence, c'est meilleur service et tout. Je me pose seulement la question, est-ce que la concurrence entre une entreprise publique et une entreprise privée, ça donne les mêmes résultats?
Il faut l'expérimenter. Il faut l'expérimenter s'il y a une bonne gouvernance, une bonne gestion, une gestion saine du côté de l'entreprise gouvernementale. Ça va donner des résultats aussi. Ça va donner des résultats. Je voudrais peut-être te parler de ça. J'ai réalisé une entrevue avec un responsable de la fédération des enseignants et enseignantes du Québec, mais dans le privé. Ils ont leur syndicat également et qui nous a fait part à l'effet que même dans le privé, on connaît une pénurie d'enseignants. Et parce que on est syndiqué, on vit à peu près les mêmes problèmes, etc. Et la différence entre ce qui se vit au privé par rapport au public est très minime, très minime. Ça, c'est lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, autant dans le privé que dans le public. Oui. Bon, il faudra expérimenter comme tu dis. Bon, on en est encore loin lorsque je regarde les articles. Je vois seulement que dès à présent, beaucoup élèvent la voix contre. C'est comme si c'est quelque chose dont ils avaient peur. Peut-être que c'est pas expérience. Comme je dis, moi, je ne connais pas les détails de pourquoi est-ce qu'on est passé à ce monopole avec Hydro-Québec. Donc, il faudrait expérimenter et attendre de voir les arguments et plus d'explications, notamment de la part du gouvernement. Et une chose qui est certaine, déjà, quand les Québécois regardent ce que fait Hydro-Québec pour produire pour l'extérieur, les États-Unis, l'État, je pense de New York, qui achète une partie de son électricité ici au Québec, ça coûte moins cher aux New-Yorkais qu'aux Québécois, alors que Hydro-Québec nous appartient. Oui, bon, ça peut-être faudrait revoir et savoir pourquoi est-ce que ça coûte moins cher. Et oui, ça c'est une bonne question. Est-ce que nous bénéficions comme si on était les seuls propriétaires et on n'a de droit à rendre à personne? Mais moi, je suis inquiet également, sauf que je me dis qu'il ne faut pas se fermer, étant donné que je vois déjà que Hydro-Québec, on dirait, est en train de plier littéralement en deux sous le poids de ses responsabilités vis-à-vis au peuple, la production et la distribution de l'électricité au Québec. Et si Hydro-Québec, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a la gestion d'une autre centrale de la taille d'Hydro qu'on a aujourd'hui, donc doubler la taille d'Hydro, qu'est-ce que ça va être cette gestion-là? Qu'est-ce que ça va être, cette gestion-là? Non, moi, alors, je crains beaucoup. Jacques avait parlé d'un projet de modernisation de l'Hydro-Québec qu'avait soumis un responsable, le président, je ne me rappelle pas trop, mais qu'on a dû enterrer, mettre dans un tiroir, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il faudrait aussi une investigation pour avoir de bonnes réponses. Pour avoir de bonnes réponses, mais je pense que les présidents arrivent et proposent. Et si on n'est pas, surtout du côté de Fitzgibbon, qui est le ministre responsable, on ne fera pas long feu. Là, ce président Michael Sabia semble s'entendre avec le ministre. Bon, alors maintenant le peuple, est-ce que le peuple va demander une consultation publique? Est-ce que le peuple va demander un référendum pour se prononcer sur la question? Moi, je trouve que la chose est à ce point importante qu'il faudrait vraiment consulter la population sur ne serait-ce qu'une petite privatisation, parce que c'est un gouvernement qui a une tendance. Hein? Oui, tu as entendu dans le dernier budget, le gouvernement a annoncé la construction de 2 petits hôpitaux privés. Oui, et vu ce que représente Hydro-Québec, vu l'histoire d'Hydro-Québec, l'histoire de la distribution de la vente d'électricité au Québec, je pense effectivement que c'est assez important pour qu'il y ait une consultation. Et savoir ou alors le gouvernement
accepterait de payer le prix si le public comprend que cette décision va à l'encontre de ses intérêts. Pas vrai? Ouais. Alors, Tilou Jean-Paul, je pense qu'on va à la pause commerciale de l'heure et au retour, on devrait regarder autre chose, Tilou. À tout à l'heure. Oui, je voudrais.